Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir des scientifiques créent de nouveaux centres de données qui seront alimentés par des cellules cérébrales humaines vivantes. Encore un, d'accord ? Ce nouveau robot humanoïde chinois affiche des expressions réalistes, peut sourire et exprimer des émotions lors de ses interactions. Des scientifiques chinois progressent avec l'interface cerveau-ordinateur. Désormais, ils rendent possible des fauteuils roulants contrôlés par la pensée. L'entreprise américaine effectue un vol d'essai avec un prototype de drone supersonique. Et tout cela va se passer avant les essais à la vitesse Mach. Allons comprendre tout ça, mes amis, et aussi quelques autres technologies. Bonjour, impressionnés et impressionnés. Je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. L'une des plus grandes limitations des voitures électriques a toujours été la même, d'accord ? Où recharger ces machines ? Mais cela pourrait bientôt changer. KTL, l'un des plus grands fabricants de batteries au monde, a présenté un nouveau robot qui est autonome et capable d'apporter l'énergie directement à la voiture. Pas de station physique, pas de place spécifique, pas d'infrastructure complexe. Il suffit simplement de garer votre voiture et d'appeler le chargeur via l'application. Le robot se déplace tout seul jusqu'au véhicule, se connecte automatiquement et commence la recharge. En pratique, n'importe quelle place de parking peut désormais devenir un point de recharge. Et cela résout l'un des plus grands obstacles à la mobilité électrique. Parce que dans les villes plus anciennes ou plus denses, installer des chargeurs fixes est coûteux, lent et souvent irréalisable. Désormais, c'est l'énergie qui vient à la voiture grâce à un système fonctionnant comme une batterie mobile. Le robot dispose d'une batterie de 100 kWh et offre une recharge rapide jusqu'à 120 kWh. Cela équivaut à des niveaux comparables à ceux des stations de recharge, avec une navigation autonome. Il utilise des capteurs tels que le lidar, le radar et la vision 3D pour se déplacer dans l'environnement, trouver le véhicule et effectuer la connexion sans intervention humaine. Les tests réels ont déjà lieu en Chine, y compris dans des zones résidentielles, où des centaines de véhicules électriques se disputent les rares options de recharge. Et les résultats montrent un gain direct d'efficacité. Une voiture avec une batterie faible peut atteindre un niveau utilisable en moins d'1 heure. Cela sans file d'attente, sans déplacement. Et sans dépendre d'infrastructures fixes. Et cela révèle un changement important. Jusqu'à présent, le modèle dominant a toujours été basé sur des stations. Mais ce type de solution indique un scénario différent. Une infrastructure à la demande. Au lieu de construire plus de bornes fixes, le système s'adapte à l'utilisateur. KTL possède déjà des dizaines d'unités en opération en Chine et prévoit d'étendre cette technologie à d'autres marchés dans les prochaines années. Et ce robot n'est qu'une partie d'un mouvement bien plus vaste. L'entreprise intègre également l'intelligence artificielle, des processus industriels et des services automatisés, montrant qu'elle ne développe pas seulement des batteries, mais tout un écosystème autour d'elle. Et cette idée d'apporter la technologie au consommateur, au lieu de le faire venir à elle, ne se produit pas seulement avec l'énergie, d'accord ? Dans certaines villes, elle arrive déjà de façon plus viable et peut-être plus polémique. Regardons cela de près. Pendant longtemps, la promesse de l'automatisation était très simple. Remplacer le travail humain. Mais maintenant, que se passe-t-il ? C'est un peu plus complexe. Aux États-Unis, en particulier en Californie, une nouvelle fonction a commencé à émerger, les gardiens de robots. Oui, des personnes, des êtres humains, sont payés pour accompagner, entretenir et même, entre guillemets, secourir les robots de livraison pendant qu'ils circulent en ville. Utilisées par des entreprises de livraison, ces machines circulent déjà dans les rues, transportant des commandes, circulant sur les trottoirs et interagissant avec l'environnement urbain. Mais en pratique, elles ne fonctionnent pas encore toutes seules. Lorsqu'un robot se bloque, tombe, rencontre un obstacle ou n'arrive tout simplement pas à effectuer une livraison, quelqu'un doit intervenir. C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle des nounous de robots. Avant, c'étaient eux les livreurs et une fois remplacés par des robots, ils se sont retrouvés dans ce nouveau métier. Parmi leurs tâches figurent récupérer les robots, recharger les batteries, faire la maintenance, mettre à jour le système et bien souvent, ils aident encore physiquement lors des livraisons. Autrement dit, le robot dépend encore des humains pour pouvoir fonctionner et cela crée une situation curieuse. Au lieu de chauffeurs ou de livreurs indépendants, apparaissent les opérateurs de flotte, embauchés à l'heure, responsables de maintenir ces machines en fonctionnement continu. Et les chiffres montrent réellement cette transition. Ces travailleurs gagnent entre 21 et 23 $ de l'heure, ce qui peut effectivement être plus que ce que gagnent certains livreurs. Mais cela reste en dessous du nécessaire pour un niveau de vie confortable dans des régions comme la Californie par exemple. Et cela soulève une question importante. Ces robots créent-ils de nouvelles opportunités ou remplacent-ils simplement un type de travail par un autre,
plus contrôlée et moins flexible. Parce que, contrairement aux applications de livraison où le travailleur humain peut effectivement se connecter et se déconnecter quand il le souhaite, ces opérateurs suivent désormais des horaires fixes, s'occupant de machines qui, en théorie, ont été créées pour les remplacer. Et l'impact de cela n'est pas encore totalement clair. L'automatisation des livraisons en est encore à ses débuts. Et des facteurs comme la réglementation et l'acceptation par le public peuvent influencer son expansion. Une chose est déjà claire, la technologie ne fait pas qu'éliminer des fonctions. Elle est en train de redéfinir le rôle de l'humain au sein de ces systèmes. Et c'est peut-être ce changement qui est le plus pertinent. Parce que le futur du travail pourrait impliquer non seulement les humains ou les machines, mais aussi les humains assurant le fonctionnement des machines. Et cela change complètement la question, mes amis. Ce n'est plus seulement les robots vont-ils prendre nos emplois, mais plutôt quel travail restera pour nous, humains, quand ces robots arriveront vraiment. Changeons de sujet, restons sur la technologie, mais cette fois dans les airs. Concentrez-vous. Une start-up appelée Hermes a effectué le vol de son tout nouveau prototype. Un avion expérimental appelé Quarter Horse Mk2.1, un avion, ou aussi appelé drone non piloté, de la taille d'un chasseur F-16. Mais ce qui attire vraiment l'attention, ce n'est pas la taille, c'est l'objectif. Et cet avion fait partie d'un programme qui tente de résoudre l'un des plus grands défis de l'ingénierie moderne. Le vol à des vitesses extrêmes, proches, et à l'avenir, au-delà de la barrière hypersonique. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi, sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Le plus intéressant est la façon dont tout cela se fait. Traditionnellement, développer un avion à grande vitesse prend plusieurs décennies. Mais Hermes suit une voie complètement différente. Au lieu de tout miser sur un seul projet, elle construit des versions successives, chacune testant une partie spécifique du problème. D'abord, des essais au sol. Ensuite, le comportement à basse vitesse. Et maintenant, le vol réel. Le Quarter Horse Mk2.1 représente précisément cette avancée. Il est 3 fois plus grand, 4 fois plus lourd que le prototype précédent et conçu pour repousser les limites de performance de façon progressive et contrôlée. Le vol inaugural a eu lieu ce mois de mars à une vitesse subsonique, mais c'est intentionnel. Avant d'accélérer, les ingénieurs doivent valider chaque détail critique. L'aérodynamique, le contrôle de vol et l'intégration du moteur. C'est parce qu'à mesure que la vitesse augmente, le comportement de l'air autour de l'appareil change complètement. Entrer en supersonique, ce n'est pas juste accélérer, c'est aussi pénétrer un environnement physique très différent. Le projet adopte une aile delta optimisée pour la haute vitesse et un système d'admission d'air efficace qui ajuste le flux à mesure que l'avion accélère. Et tout cela pointe vers un objectif bien plus grand. Le Quarter Horse n'est pas la destination finale de ces gars-là. Ce n'est qu'une étape de plus. Le véritable objectif est le futur appareil appelé Dark Horse, un véhicule hypersonique réutilisable, conçu pour des missions stratégiques et aussi pour la défense. Ce sera une machine capable d'opérer à plusieurs plages de vitesse, utilisant un moteur à cycle combiné, quelque chose d'extrêmement complexe qui doit fonctionner aussi bien à basse vitesse qu'en régime hypersonique. Et cette quête de machines plus efficaces, plus légères et plus intelligentes ne se déroule pas seulement dans les airs. Elle transforme aussi la façon dont les robots se déplacent déjà au sol. Il y a quelques années à peine, voir Atlas marcher était déjà très impressionnant.
Plus tard, nous avons vu des vidéos de sauts, de courses et même de parcours. Le public a commencé à s'habituer à tout cela. Et aujourd'hui, cela ne suffit tout simplement plus. Des chercheurs du CAESH ont développé le robot humanoïde appelé V0, c'est une machine de 75 kg, qui n'a pas été créée uniquement pour impressionner, mais pour fonctionner dans le monde réel. À première vue, il peut même sembler être juste un robot de plus, un autre banal comme on en voit partout. Mais celui-ci a été conçu avec une approche complètement différente. Au lieu de dépendre de pièces industrielles toutes faites, les ingénieurs ont pratiquement tout développé à partir de zéro. Moteur, contrôleur, système de transmission. Tout a été optimisé pour un seul objectif, équilibrer puissance, précision et contrôle en temps réel. Voici l'une des plus grandes innovations. Le système d'actionnement est appelé Quasi Direct Drive. Il offre des réponses très rapides et sensibles, essentielles pour l'équilibre du robot en mouvement. De plus, il utilise un type avancé d'engrenage qui parvient à générer un couple élevé dans un espace beaucoup plus réduit. En pratique, cela offre plus de force, un meilleur contrôle et moins de poids. Mais le vrai atout du système réside dans sa capacité d'apprentissage, pas seulement dans le matériel. Au lieu de simplement programmer les mouvements, les chercheurs ont utilisé l'apprentissage par renforcement profond, un type d'intelligence artificielle qui apprend par essai et erreur. Mais cette fois, avec un détail crucial, le robot n'apprend pas tout seul, il apprend en nous observant, nous les êtres humains. Des données de capture de mouvements ont servi à enseigner les schémas naturels des mouvements humains. Et le résultat ? Des mouvements beaucoup plus fluides, plus naturels, moins robotiques et pourtant totalement contrôlés. Un autre défi classique de la robotique a aussi été résolu ici, la différence entre simulation et monde réel. Beaucoup de robots fonctionnent parfaitement sur les ordinateurs, mais échouent lorsqu'ils sont confrontés à notre monde physique. Pour éviter cela, les ingénieurs ont limité l'apprentissage en fonction des capacités réelles des moteurs. Autrement dit, le robot n'apprend que ce qu'il est réellement capable d'exécuter. Encore plus impressionnant, il se déplace sans vision, utilisant seulement des capteurs internes pour connaître sa position. Équilibre et movimento. C'est comme s'ils avaient une sorte de, entre guillemets, conscience corporelle. Cela signifie que ces robots cessent d'être de simples machines programmées. Ils commencent maintenant à devenir des systèmes capables d'apprendre, de s'adapter et d'agir avec une véritable autonomie physique. Et ce n'est pas seulement un projet isolé, cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste de la Corée du Sud qui prévoit de lancer la production à grande échelle de robots humanoïdes dans les prochaines années. Il y a cependant un détail ironique. Jusqu'ici, le principal défi était de faire bouger les robots comme des humains. Maintenant, le défi a changé, ils y arrivent déjà. La prochaine étape, c'est de ressembler exactement à nous, les êtres humains. Je suis un humain, d'accord ? Arrêtez avec ces blagues stupides disant que je suis un robot. Ces derniers mois, des vidéos virales venues de Chine montrent des robots humanoïdes au visage très réaliste. Certains clignent des yeux naturellement et bougent les yeux avec précision. Ils réagissent à l'environnement comme s'ils étaient conscients. Mais ce n'est pas le cas. L'un des exemples les plus récents a été présenté par l'entreprise Aheadform, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos ici sur la chaîne depuis un certain temps. Ce sont des modèles capables d'exprimer les micro-expressions faciales presque imperceptibles pour certains d'entre nous. Ce sont les mêmes expressions que nous utilisons, sans même nous en rendre compte, dans notre vie quotidienne. Et cela change complètement la donne, mes amis. Parce que jusqu'à présent, les robots pouvaient être efficaces, mais ils n'étaient pas acceptés socialement. Ils fonctionnaient simplement. Mais ils ne créaient pas de lien. Le vrai frein à la robotique humanoïde pourrait être leur acceptation par nous, les êtres humains. Le robot peut même exécuter des tâches avec une grande perfection. Mais sans expression, sans réaction, sans présence, il reste simplement une machine. Maintenant, cela semble être en train de changer. Ces nouveaux systèmes utilisent une peau synthétique, des micro-actionneurs extrêmement précis et une intelligence artificielle capable d'interpréter et de répondre aux stimuli visuels, auditifs et sociaux également. Autrement dit, le robot n'exécute pas seulement une action maintenant, il réagit, observe, répond et interagit aussi avec tout cela. Et quand cela arrive, mes amis, la perception change complètement. Parce que nous ne regardons plus une machine, nous regardons quelque chose qui ressemble et se comporte comme l'un de nous. Et cela nous a toujours amené à nous demander jusqu'à quel point un robot doit-il nous ressembler pour être accepté dans la société. Certains spécialistes soutiennent que c'est vraiment essentiel, surtout dans des domaines comme le service à la clientèle, la santé, l'éducation et la vie sociale. Ce sont des environnements où il ne suffit pas de fonctionner, il faut aussi communiquer. Mais il y a un autre aspect. Plus un robot ressemble à un être humain, plus l'inconfort grandit. Notre inconfort, bien sûr.
Ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, ce moment où quelque chose est presque humain, mais pas tout à fait, peut provoquer le rejet au lieu de l'acceptation. Cela crée un paradoxe. Les robots doivent ressembler à des humains, mais ils ne peuvent pas paraître trop humains. Pourtant, l'industrie semble déjà avoir pris une décision. L'avenir des robots humanoïdes ne sera pas défini uniquement par la force, la vitesse ou la précision, mais plutôt par leur capacité à nous regarder, nous les êtres humains, tout en ayant l'apparence de quelque chose de vivant. Et si cette tendance continue, le composant le plus important d'un robot pourrait cesser d'être son corps pour devenir son visage. Parce qu'au bout du compte, mes amis, ce n'est pas ce que la machine fait qui définit l'intention de tout cela. C'est ce que nous ressentons en regardant ces machines. Peut-être que la véritable intégration réside dans l'esprit, pas dans le corps. Concentre-toi sur ce sujet intéressant, tu comprendras ce que je veux dire. Oui, je ne sais pas quand cela a commencé, mais l'idée de contrôler des machines uniquement par la pensée hante déjà l'imagination de beaucoup de gens. Et sache que cela se produit déjà, d'accord ? Des robots sont déjà contrôlés en temps réel par l'esprit d'êtres humains. Des chercheurs de l'université de Zhejiang, en Chine, créent des systèmes qui traduisent les signaux cérébraux en commandes pour ordinateurs et dispositifs physiques. Sans toucher, sans voix, sans bouger un seul muscle, sans aucun mouvement. C'est simplement l'activité neuronale qui est convertie en action. La technologie derrière cela est connue sous le nom d'interface cerveau-ordinateur. Et elle a été popularisée ici en Occident par Elon Musk, le propriétaire de Neuralink. Contrairement à Neuralink, elle fonctionne ici de façon non invasive. Au lieu d'implants, les chercheurs ont utilisé des dispositifs portables, comme des bandeaux EEG, pour capter les signaux électriques du cerveau. Ces signaux sont ensuite interprétés par des algorithmes d'intelligence artificielle, qui identifient les schémas associés à des intentions spécifiques, et les résultats sont déjà très concrets. Lors d'une démonstration, un utilisateur a réussi à contrôler un fauteuil roulant uniquement par des commandes mentales, avançant et effectuant des virages sans aucune interaction physique. Mais ce n'est qu'une partie du système. Les mêmes dispositifs peuvent également surveiller les états mentaux en temps réel, comme par exemple les niveaux d'attention. Lors de l'un des tests, la technologie a détecté instantanément lorsque l'utilisateur a perdu sa concentration, montrant qu'il ne s'agit pas seulement de contrôler des machines, mais aussi d'une interprétation continue de notre esprit. Cela ouvre de nombreuses possibilités. Malgré les risques, il y a aussi des aspects positifs, surtout dans le domaine de la santé. Les patients avec des limitations physiques peuvent regagner leur autonomie, contrôler des dispositifs, se déplacer et interagir avec l'environnement sans dépendre de leur corps. L'esprit ne sert plus seulement de source aux pensées. Il commence aussi à devenir un canal direct de contrôle. Je ne peux tout simplement pas t'affirmer que ce sera nous qui contrôlerons, ou si ce seront les machines qui nous contrôleront, ou si nous serons contrôlés, enfin, je ne peux rien t'affirmer à ce sujet, si tant est qu'elles ne nous contrôlent pas déjà, à travers les algorithmes qui influencent tout dans nos vies. Mais en laissant de côté mes paranoïas ici, voyons qu'il ne s'agit pas seulement de connecter le cerveau aux machines, mais de commencer à utiliser ça, le cerveau lui-même, comme un... Là, ça devient bizarre, hein ? Tu connais forcément le hardware, non ? Mais si le futur n'était pas fait de silicium mais de neurones ? La startup Kearcal Labs a dévoilé Witware, un ordinateur biologique conçu avec des cellules cérébrales humaines vivantes. Le système appelé CL1 utilise environ 200 000 neurones cultivés en laboratoire. Ceux-ci sont entièrement connectés à une puce qui envoie et reçoit des signaux électriques. En pratique, cela fonctionne ainsi. Ils stimulent ces neurones et interprètent leurs réponses comme un traitement d'entrée et de sortie, mais avec du tissu vivant. Ce n'est pas seulement une démonstration curieuse. C'est une proposition complètement différente de l'informatique, car alors que les ordinateurs traditionnels suivent des instructions rigides, les neurones apprennent, s'adaptent, répondent aux stimuli et changent leur comportement au fil du temps. Autrement dit, ce type de système n'exécute pas seulement le code, il évolue avec l'expérience. C'est pourquoi l'entreprise passe à l'étape suivante, créer des centres de données biologiques. Au lieu de racks remplis de GPU, des installations avec des centaines, et à l'avenir, des milliers de ces unités seront basées sur des cellules humaines. Chaque unité consomme beaucoup moins d'énergie qu'une simple calculatrice. Et si cela est évolutif, l'impact peut être gigantesque. Mais il reste encore beaucoup de questions. Nous parlons de neurones humains. Ils sont utilisés comme faisant partie d'un système informatique. Et cela soulève des discussions qui vont au-delà de la technologie. Pourquoi ? La frontière entre biologie et machine disparaît littéralement pour la première fois dans l'histoire. Si cela évolue, l'avenir de l'intelligence artificielle pourrait reposer sur la structure vivante qui la soutient, et non seulement sur les algorithmes. C'était fou cet épisode, tu ne trouves pas ? Si tu as aimé, laisse un like et vérifie ton abonnement.
Il suffit de cliquer sur l'une des 2 suggestions et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Clique simplement et on se retrouve tout de suite, d'accord? Merci et salut!